Ça y est, on y est. Ça faisait 4 ans en effet qu'on attendait ce rendez-vous. Donc on est ravis d'ouvrir ce matin All for Pack Emballage Paris 2022. 4 jours de découverte de solutions plus durables, plus responsables pour tout l'écosystème de l'emballage et également de l'intralogistique. Vous savez, le salon est vraiment tourné là-dessus. C'est Lead the Revolution. On invite tous les acteurs à prendre part à ce changement auquel fait face toute l'industrie de l'emballage, de l'intralogistique. Et on le voit et on est heureux de le voir là dans les allées avec toute l'offre de nos quelques 1100 exposants et marques sur le salon, sur les 4 secteurs de ce salon. Et que je le rappelle, c'est les 4 de All for Pack qui sont donc le packaging, le printing, le process avec toutes les machines et puis le logistique, l'intralogistique manutention. Et puis parmi ces quelques 1100 exposants et marques, salon international, donc plus d'une moitié internationaux. And I'm very pleased to have Je suis ravi d'avoir avec nous Alexandra et Chiara pour pouvoir qu'on puisse se focaliser sur l'Italie notamment et d'entendre votre opinion, votre point de vue, votre perspective de ce qui se passe en Italie du point de vue de l'emballage et comment ce qui change à ce niveau-là, au niveau des distributeurs tels que Coop Italia qui est très important bien sûr et on est ravis de les accueillir ici parce que l'Italie, il faut le savoir, c'est notre premier pays, le pays le plus important au niveau du nombre d'exposants. Donc merci à vous. Particulier sur All for Pack dont il ne faut pas oublier de parler, avec notamment un espace objectif zéro impact. Oui, tout à fait. Plein de nouveautés cette année sur le salon. Donc notamment l'espace objectif zéro impact avec plus d'une vingtaine de startups vraiment représentatives des enjeux de l'industrie, de l'emballage et de l'intralogistique, ou avec des solutions qui sont très tournées sur la durabilité, l'économie circulaire. Et donc j'invite vraiment tout le monde à rencontrer ces startups. C'est comme un espace assez hybride avec des sessions de pitch. C'est un très bel espace pour rencontrer toutes ces startups durant les 4 jours du salon dans le hall 4. Dans le hall 4. Et on a aussi l'espace All for Pack Innovation. Il ne faut pas oublier, avec plus de 100 innovations présentées. Oui, tout à fait. Ça, c'est dans le hall 5, un très bel espace innovation où, bien sûr, on y mettra en avant, enfin, ils sont déjà tous les lauréats du concours All for Pack Innovation. Donc, c'est 6 lauréats qui sont donc parmi les exposants que vous pourrez découvrir sur cet espace. Également, les lauréats d'autres concours emblématiques du packaging, que ce soit du CIAL, nos partenaires Emballage Magazine avec l'Oscar de l'emballage qui seront présents dès demain après l'annonce de ce soir. Et puis, comme vous le disiez, sans emballage, en fait, c'est qu'il y a toute une exposition de notre partenaire expert aussi en éco-design d'emballage Fabrice Pelletier qui nous présente toute une exposition avec en effet plus de 100 emballages et c'est lié à son nouvel ouvrage qu'il lance sur cet espace et durant le salon qui est l'expérimentation de toutes ces nouvelles solutions de l'emballage. Et donc ça permet d'avoir un éventail très large sur tout ce qui peut être fait en termes d'emballage dans le contexte actuel. Et c'est vrai qu'on parlait en 2018, souvenez-vous, ceux qui étaient là à notre précédente édition, d'un emballage à l'aube de sa révolution. C'était déjà le titre d'un ouvrage de notre ambassadeur Fabrice Pelletier. Aujourd'hui, c'est la révolution de l'emballage, effectivement. Et vous allez pouvoir le découvrir en visitant ce salon. Il y a un pivotement majeur de toute cette industrie. On va également en parler dans les 25 conférences avec les 80 speakers qui vont se relayer pendant ces 4 jours de ce pivotement extraordinaire de cette industrie qui je ne dirais pas qui se réinvente, mais qui vraiment invente des nouvelles solutions plus recyclables, avec le réemployable, avec le vrac, avec tous ces enjeux qui sont extraordinaires pour vous, évidemment, source de beaucoup d'interrogations, mais aussi de beaucoup d'optimisme. En tout cas, c'est ce que l'on montrera avec les speakers de nos conférences. Alors, les 66 000 Guillaume professionnels attendus ont pour cette première édition un programme de choix, bien sûr, mais je voudrais qu'on passe la parole à vous, Mrs. Alessandra Fazio. All for Pack, donc, warmly welcome. Donc, on vous accueille chaleureusement. L'Institut italien de l'emballage, c'est 400 membres. Vous travaillez avec l'exposition, vous avez travaillé avec l'exposition pour présenter un panorama du secteur de l'emballage italien et vous allez également présenter
la charte Écolabel. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici dans une exposition aussi importante ici à Paris et également de représenter l'Institut italien de l'emballage parce que l'industrie italienne, comme vous l'avez dit, est très bien représentée. Comme vous l'avez dit, donc quelques mots sur notre Institut italien de l'emballage. Nous sommes le réseau associatif de la supply chain de l'emballage et beaucoup de membres qui viennent de toute la supply chain. On a les producteurs, on a les imprimeurs, tout le monde impliqué. Et l'Istituto Italiano Emballo, ça date de 1953, donc une organisation historique, et nous fournissons beaucoup de services à nos membres, donc principalement sur des conseils, ça porte principalement sur des conseils techniques, des conseils d'ordre légal aussi, donc on connaît tous ces problèmes-là, c'est important d'être à date. Beaucoup de formations techniques, ça c'est important bien sûr pour nos parties prenantes. Plus de 200 formations par année à peu près. On organise également des conférences sur des sujets liés à l'emballage et également nous avons créé un institut technique qui travaille sur des lignes de conduite qui aide nos sociétés membres à rester à jour et donc nous sommes persuadés que vraiment notre force, c'est la création de ce réseau, d'avoir tellement de membres dans toute la value chain, dans la chaîne de valeur. Ça crée une synergie entre toutes les parties prenantes et nous sommes persuadés que ces synergies sont vraiment clés afin de nous améliorer, de pouvoir pousser de l'avant et d'aller vers l'économie circulaire que nous voulons voir. Donc si tout le monde est inclus dans ce cercle vertueux, on peut créer une économie circulaire. Donc le réseau, c'est vraiment clé pour nous. Donc si on entre dans plus de détails sur le secteur de l'emballage en Italie, ce qu'on m'a demandé de présenter. Donc voilà des données qui sont de 2021. Donc c'est des données consolidées. On va parler l'évolution, voilà, c'est en ligne avec ce qu'on voit là. 2021, c'était l'année quand on a retrouvé la stabilité après 2020 qui a été impacté par la pandémie. Et même si la pandémie a eu un gros impact, bien sûr, sur le secteur, il y a eu moins de volume. En 2021, l'industrie de l'emballage a renoué avec une croissance de 7%, ce qui est excellent. À mon sens, donc notre secteur représente 3,4% donc 10 millions de tonnes de production, c'est un chiffre d'affaires de 35 milliards plus ou moins. Et ça, c'est la représentation 1,9 du PNB italien. Donc c'est vraiment clé l'emballage dans notre secteur. Si l'on regarde les prévisions, il faut parler de 2022. Bien sûr, 2022, ça va être confirmé à la fin de l'année, les chiffres précis, mais on peut d'ores et déjà parler d'une augmentation de 2% par rapport à 2021. Donc c'est moins que les 7% de croissance qu'on a connue en 2021, mais c'est un bon résultat pour autant parce que l'on connaît tous la situation de 2022 qui a été difficile avec tout ce qui s'est passé, les crises que l'on ne connaît que trop bien. Par exemple, il nous fait face en tant que fabricants, producteurs, et dans le supply chain, dans l'emballage, il y a une augmentation des matières premières. Ça impacte évidemment le secteur et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est vraiment aussi un impact sur notre secteur et cela on doit faire face à une pénurie de matières premières et ça c'est vraiment un challenge. Donc 2%, une augmentation de 2%, une croissance de 2%, c'est bien. Et pour les prévisions pour 2023-2025, eh bien voilà, les choses s'annoncent bien parce que
Voilà, on prévoit une augmentation de 2,5% par année au cours de ces années-là. Donc c'est excellent pour nous et ça confirme en effet, ça confirme la manière dont le secteur est à même d'être résilient. Ça montre la résilience du secteur. Et ça fait face à tous les challenges auxquels nous faisons face. Si l'on regarde de plus près encore, il nous faut reconnaître que la chose la plus importante, l'industrie, c'est bien sûr l'alimentation, les boissons. Ça représente plus de 77% de la production dans l'emballage. Donc, c'est vraiment clé. Si on se focalise sur ce secteur, donc l'alimentation et les boissons, il nous faut mettre en exergue le rôle clé de l'emballage dans ce secteur-là. Parce qu'on a parlé de l'importance, bien sûr, du business de ce secteur, mais l'emballage, c'est clé non seulement pour les affaires, mais ça joue un rôle clé pour les consommateurs et pour la société. Si on parle maintenant de la nourriture, des aliments et des boissons, il nous faut reconnaître le rôle primaire de premier plan qu'a l'emballage pour protéger le produit, pour protéger les consommateurs. Et donc tous les jours, on s'assure qu'on a voilà, la nourriture et les boissons qui est bien emballée, de bonne qualité et que l'on peut consommer en toute sécurité. Ça, c'est important, la protection de l'emballage, la protection créée par l'emballage. Donc l'impact de l'emballage, ça permet d'allonger la durée de vie des produits aussi, et ça c'était excellent pour les communautés parce que une plus grande durée de vie pour les aliments, pour la nourriture, ça nous permet voilà, de garder les aliments, les boissons plus longtemps. Et ça, c'est clé également pour les pays en voie de développement. Il nous faut reconnaître un autre rôle pour l'emballage dont on ne parle pas toujours. Et on ne pense pas toujours, c'est le rôle pédagogique que l'emballage peut représenter. Il nous faut considérer qu'aujourd'hui, l'emballage, avec la révolution, sa révolution, peut aider les consommateurs à être plus conscients, à connaître beaucoup plus d'informations. Certaines sont obligatoires par la loi. Il nous faut donc avoir des choses écrites et d'autres, c'est des informations voilà, qui sont utiles et ça peut être clé pour éduquer nos consommateurs. Si l'on revient au concept de l'économie circulaire, vous comprendrez rapidement, bien sûr, que voilà, tout ce qui a trait aux informations sur l'environnement, c'est très utile afin d'éduquer nos consommateurs afin de recycler et de faire ce qu'il faut avec l'emballage de la bonne manière pour recycler correctement les emballages. Donc ça c'est clé, donc cette partie pédagogique est très importante. Alexandra, comment décririez-vous la maturité du consommateur italien par rapport à la durabilité? Eh bien, il me semble que nous sommes assez mûrs en tant que marché parce que nous sommes parmi les marchés qui recyclons le plus dans l'Union européenne. Ça, je pense qu'on est mature de ce point de vue en Italie, mais il reste beaucoup à faire pour autant. Si l'on parle des emballages, si l'on parle des consommateurs, je crois qu'aujourd'hui, la perception par rapport à l'emballage, c'est encore trop négatif de la part des consommateurs. Et il nous faut changer cela, que cette perception négative devienne positive, parce que l'emballage, c'est vraiment clé dans nos vies à tous. Donc, on est assez mature, mais beaucoup reste à faire. En France aussi. Oui, très bien. Donc, c'est pour les rôles clés de l'emballage. Il faut également, bien sûr, prendre en compte la façon dont l'emballage, ce que ça fait pour lutter contre la perte alimentaire, la perte de produits, pas seulement dans les pays en voie de développement, mais également dans les pays industrialisés, parce que comme vous le voyez, on a encore 1,28 milliard de gaspillage alimentaire et 1 milliard de dollars US en termes de déchets, pour la nourriture. Donc je crois que l'emballage, c'est quelque chose qui
qui peut aider à réduire tous ces déchets. Et donc, il faut penser de manière positive par rapport à l'emballage parce que c'est un des outils principaux qui va nous permettre de remporter, de gagner cette bataille. Donc, on parle de l'éducation, les déchets alimentaires, le rôle de l'emballage, le rôle positif que l'emballage peut endosser au niveau de la société, au niveau de l'éducation. Donc, j'aimerais introduire notre charte éthique de l'emballage. C'est une organisation à but non lucratif qui est née de l'idée de l'Institut italien du packaging. La fondation a été fondée donc en 2020 et c'est un but non profitable pour partager une bonne culture autour de l'emballage pour un avenir durable. Le nom de la fondation vient de la fondation de la charte éthique. C'était un document qui a été créé en 2015 par le Politecnico de Milano, une des universités de premier plan en Italie. Et la charte, c'est voilà. Ça doit être dans la chaîne, cette charte devrait être dans la chaîne de valeur, dans notre emballage doit répondre à toutes ces valeurs. Donc les valeurs très simples, les valeurs, nous pensons que l'emballage doit être responsable, équilibré, j'entends par là, il ne faut pas qu'il y ait trop d'emballage, comme ça il n'y aura pas de déchets. Et il ne faut pas qu'il y ait pas assez d'emballage, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'emballage, le produit n'est plus protégé comme il doit l'être. Donc ça peut mener à des pertes. Également des déchets alimentaires, il doit y avoir la sécurité aussi, on en a parlé, ça doit être accessible. Et je parle des designs, des concepts. Si vous imaginez que chacun d'entre nous est en contact avec de l'emballage au moins 30 fois en moyenne par jour, donc 8000 fois par année. Vous imaginez bien et vous comprendrez le besoin critique d'avoir un emballage qui est conçu pour tout le monde parce qu'il faut que l'emballage puisse être utilisé facilement par tout le monde. L'emballage doit être informatif, pédagogique, on vient d'en parler, on a parlé du rôle pédagogique que l'emballage peut jouer. Ça doit être à date et regarder vers l'avant. On parle là du design, des innovations qui doivent être prises en compte lorsque nous développons de nouveaux emballages et ça doit être durable. Ça, je crois que tout le monde le comprend bien, le rôle de la durabilité, son importance en effet. Donc voilà une des valeurs encore que nous voulons promouvoir. Donc pour conclure, donc notre fondation fait la promotion de beaucoup d'activités. La plupart sont créées pour répandre un message positif dans l'emballage. Donc nous développons des formations professionnelles en collaboration avec des universités pour les techniciens, pour les professionnels qui travaillent déjà dans la chaîne de valeur de l'emballage. Mais pas seulement pour les professionnels, nous voulons également avoir un contact et un dialogue avec les nouvelles générations. Donc on va promouvoir des activités pédagogiques pour les nouvelles générations et puis également on met en place des outils qui sont des outils pour le secteur de l'emballage et que vraiment nos valeurs soient vraiment au cœur de nos activités quotidiennes. Donc pour conclure, je vais conclure avec une question si je peux. Que serait la vie sans l'emballage? Donc je vous invite à visiter le site internet de la Fondation. On a une vidéo qu'on va vous montrer qui est en italien, mais je pense que tout le monde peut à même de la comprendre et je pense que ça va nous donner toutes les réponses qu'il nous faut trouver afin de répondre à cette question. Donc merci, je vous remercie et voilà, je vais laisser Chiara s'exprimer maintenant et elle va présenter et expliquer la manière dont une société peut vraiment prendre pour elle toutes nos valeurs que serait la vie sans le packaging. Nous allons avoir au cours de notre cycle de conférences demain à 16h la conférence du Conseil national de l'emballage à laquelle je vous conseille tous d'être présents
où effectivement l'impact relatif sera relativisé, en tout cas l'impact du packaging sera relativisé à l'aune des services qu'il rend. Et il ne faut jamais l'oublier, effectivement, le packaging, quel que soit son matériau, est avant tout indispensable pour toutes les qualités que vous avez rappelées, Mrs. Fazio. À côté de vous, Mrs. Chiara Faenza. All for Pack, one more time, is happy to welcome Coop Italia to the exhibition. On est ravis de vous accueillir aussi. Vous êtes responsable pour la durabilité et les valeurs dans l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la coopération et ses engagements principaux? Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir. Je suis ravi d'être ici, très fier de pouvoir être ici pour m'exprimer des engagements au nom de la COP. Et dans la gestion également de l'emballage, parce que la première chose dont j'aimerais parler et que j'aimerais souligner, mettre en exergue, c'est que l'emballage, ça fait corps avec le produit qui l'emballe. Alexandra en a parlé, je vais décrire aussi dans ma présentation. Bon, je vais commencer, même si la présentation n'est pas... Voilà. Donc quelques chiffres clés par rapport à la COP. C'est un des détaillants. Nous sommes dans 18 régions avec plus de 100 000 magasins, 1131 magasins et un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros. Mais nous avons une base sociale qui est constituée de 6,4 millions de membres. Et donc, dans une longue histoire, la COP, ça remonte à 1854. Et voilà, c'est notre ADN, c'est la coopérative, c'est de partager dans nos valeurs. Il y a des points principaux, par exemple, promouvoir la sécurité, la consommation responsable et également la connexion avec promouvoir pour s'occuper et prendre soin de l'environnement. Ça, c'est très important, bien sûr, et de contribuer au développement de la coopération. Nous avons notre propre marque, nos marques propres de la COP donc, et des actions. Nous avons des actions et nous avons plus de 5000 références, plus de 5100 références, dont 2500 de fournisseurs. Donc on a un gros projet de développer ces produits. Et pourquoi est-ce que je parle du produit? Parce que dans nos produits, il y a nos valeurs. Dans nos propres marques, dans notre propre marque, la coopérative, il y a nos valeurs. Il faut trouver la sécurité, c'est important. Bien sûr, ça doit être bon pour une bonne... ça doit être éthique, transparent également, transparent au niveau de la communication avec les consommateurs, les membres, et ça doit être bon au niveau de la performance du produit. Je ne vais pas je vais passer rapidement sur cette diapositive, mais c'est pour vous donner une idée de l'engagement de la COP au niveau de la durabilité. On a commencé il y a longtemps, dans les années 1970, et on a commencé à parler, à raconter notre histoire, et on a parlé de l'environnement qui était tellement important. En 1977, on a lancé une campagne envers les consommateurs par rapport à la prise de conscience au niveau des déchets, de la collection de déchets, et on avait ensuite une campagne de consommateurs on donnait des informations très importantes sur les emballages des produits. Pour confirmer donc que cet effort continue aujourd'hui, bien sûr. Donc on ne va pas regarder toutes les campagnes de la coopérative, mais en 2018, nous avons lancé
nous sommes engagés au niveau de la durabilité et on s'est focalisé sur les matériaux et surtout sur l'emballage. Donc, on a visé d'abord à réduire le plastique dans nos emballages et en même temps, on a travaillé avec la campagne de la Commission européenne pour 2025. Nous voulons être à 6400 tonnes de plastique recyclé et on veut réduire notre plastique et nous sommes à 10 500 tonnes qui sont utilisées actuellement. En 2018, on s'est engagé pour ne pas avoir tous nos emballages devaient être compostables, réutilisables, recyclables. Et voilà, nous avons un objectif que nous sommes en bonne voie pour l'atteindre, pour réduire, réutiliser, recycler. Une autre chose importante, c'est pas exactement lié à l'emballage, mais c'est très important parce qu'il ne faut pas utiliser de microplastiques dans les produits, ça c'est très important et nous avons lancé notre politique historique sur l'emballage basée sur la règle des 3 R, donc réduire, réutiliser et recycler, les 3 R. Et bien sûr également des engagements au sens des engagements officiels. La première c'était en 2018, on a lancé une campagne où on s'est engagé à la Pledging Campaign de l'Union européenne pour l'économie circulaire. Donc en 2019, on a rejoint l'Alliance de plastique circulaire en septembre 2019 à Bruxelles. Et bien sûr, on a la décision de rejoindre le code de conduite sur les pratiques dans l'alimentaire et le marketing responsable. Et ça, c'est une campagne très importante que la Commission européenne, que l'Union européenne a décidé pour promouvoir la durabilité dans toute la supply chain, dans toutes les directions. Mais nous faisons également partie, d'autre part, de la charte éthique, de la fondation de la charte éthique de l'emballage. Nous sommes des ambassadeurs, nous étions parmi les 10 premières sociétés à devenir ambassadeurs de cette charte éthique et la décision de devenir des ambassadeurs a été due au fait que nous pensons que cette liste d'engagement était très cohérente, absolument en ligne avec nos valeurs à nous et nous voulons partager le contenu de cela, de la charte et on veut promouvoir qui plus est la bonne culture de l'emballage sur la supply chain dans son intégralité parce que le détaillant joue un rôle très important dans la supply chain. Donc ça peut être très utile au niveau des connexions entre la partie du supply chain, le début en amont et le consommateur final. Alessandra vient de décrire et de parler et d'expliquer même que l'emballage, c'est un système très complexe avec énormément de facettes. On peut parler de la sécurité, bien sûr, tout ce qui a trait à la sécurité. On peut égaler parler de la performance des produits, de la longévité des produits, mais également la fonctionnalité, l'efficience pour toute la supply chain. Donc c'est un point de base également pour nous en tant que détaillants, la COP. Je crois que vous pouvez avoir la perception parfois par rapport à la communication, tout ce qui a trait à la communication, l'importance de la communication et de la pédagogie, de l'éducation et de l'information que nous pouvons mettre en place pour le consommateur. Bien sûr, c'est un aspect très important au niveau de l'environnement. Bien sûr, l'emballage doit être bon, avec un impact sur l'environnement minimal. Et il faut aussi regarder les coûts. Le coût, donc il faut une efficience au niveau des coûts, parce que voilà, il faut trouver le bon équilibre. L'innovation, vous avez parlé d'innovation. L'innovation, c'est un point important, critique, et il nous faut booster cela. Was the innovation. Just to sum up
notre charte, nous pouvons résumer en disant que ce packaging doit être éthique pour les consommateurs et la planète. Et que faut-il que nous fassions lorsque nous faisons de l'éco-conception? Eh bien, donc pour l'éco-conception du packaging, eh bien, il faut prendre en considération les différents facteurs qui peuvent influencer ce packaging, ce conditionnement et le produit lui-même et le choix lié à l'impact environnemental le plus faible, évidemment, doit prendre en considération toutes les autres variables, sans quoi, si vous ne basez pas votre choix sur des données objectives, le risque est de tomber dans le greenwashing. Je ne vais pas décrire, bien sûr, chaque exemple que vous avez sur cette planche, mais j'aimerais me concentrer sur un élément particulièrement essentiel. La solution de conditionnement n'est pas la meilleure souvent, mais la plus fiable pour un type d'application. Et c'est celle-ci que nous choisirons. Et comme je l'ai dit au début de ma présentation, il faut tenir compte du produit à l'intérieur, du conditionnement externe et de la gestion de ce système dans son ensemble. Et je vous montre un exemple ici, donc se basant sur le papier, conditionnement papier, mais avec différentes sortes de conditionnement et de solutions, bien sûr, mais il y a également des solutions pour des conditionnements compostables. Et dans ce cas, le matériau est compostable, tout comme une matière organique. Et vous voyez des possibilités également en termes de réduction pour réduire le surconditionnement, mais également la réduction du poids du conditionnement. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a souvent pas une meilleure solution ou une solution idéale, mais une solution qui est meilleure que les autres en termes d'application. Et ici, nous voyons des applications pour les conditionnements plastiques où nous utilisons des plastiques recyclés. Mais dépendant du type d'application, du type de produit qui est contenu dans ce conditionnement, et je n'ai pas mis de produits alimentaires, j'ai mis des produits détergents ou autres, nous pouvons dire que la solution a différents pourcentages en termes de contenu de plastique recyclé. Bien sûr, nous pouvons utiliser des conditionnements réutilisables et c'est un élément essentiel également qui est une solution tout à fait stratégique quand c'est possible. Nous avons commencé à l'utiliser en 2007, dans des caisses pour des produits alimentaires. Et vous avez donc la nouvelle version qui est en gris par rapport à la version précédente en vert. Et nous avons donc commencé à utiliser ces caisses pour des produits fruits et légumes frais. Et nous les avons adaptés aux poissons, par exemple, aux produits de poissonnerie qui ont besoin de différentes conditions de température, évidemment. Voici d'autres exemples en termes d'innovation. Il est crucial de mettre en avant le produit qui est conditionné. Et ici, nous avons un exemple de l'utilisation d'un plateau avec l'utilisation de plastique recyclé de 80%. Mais donc ce RPET recyclé vient de bouteilles, mais également de plateaux. Une logique de recyclage de plateau à plateau. Et c'est une situation absolument inhabituelle et intéressante. Et autre exemple, polystyrène recyclé, qui est une innovation pour des plateaux de poulet ou de dinde, par exemple. Et ensuite, par rapport à l'information réglementaire par rapport aux consommateurs, et nous avons commencé en 2007 avant que ce soit obligatoire de par la loi, parce que nous étions convaincus que l'éducation et l'information du public, du consommateur, est crucial parce que ce consommateur peut jouer un rôle essentiel et déterminant dans cette évolution. Et nous indiquons le contenu de sources renouvelables
qui sont de nouvelles informations qui sont données aux consommateurs, parce que cette prise de conscience des consommateurs a beaucoup changé au fil de ces années, depuis 2007, et également le contenu en termes de déchets industriels dans le conditionnement. Donc pour conclure, le conditionnement de l'avenir doit être plus sûr et en même temps fonctionnel et efficient pour toute la supply chain. Elle doit être innovante. L'innovation est le point de départ, surtout maintenant, et bien sûr respectueux de l'environnement. Donc partir d'une éco-conception et tenant compte toujours de l'économie circulaire et optimiser en termes de coûts également. Merci beaucoup Madame Fenza, vous pouvez bien sûr l'applaudir et merci à Madame Fazio également. Nous espérons que vous allez profiter du salon. Déclarer le salon ouvert puisqu'il y a déjà beaucoup de visiteurs, je crois. Oui, on déclare ouvert donc le salon All for Pack Emballage Paris 2022 et merci beaucoup Alessandra et Chiara, c'était très intéressant. Je trouve que ça met en lumière l'importance du packaging, toutes les propriétés et puis tous les enjeux auxquels doit faire face l'industrie de l'emballage aujourd'hui et sur lesquels j'espère que le salon apportera beaucoup de réponses. Merci encore, merci à tous. Merci à vous, cher public, chers visiteurs, d'être présents jusqu'à jeudi soir. Alors, n'oubliez pas de télécharger l'application All for Pack. Vous avez dessus toutes les informations, y compris le programme des conférences, y compris les intervenants, les plans, bien sûr, des différents halls et des différents exposants avec toutes les coordonnées. Donc, c'est une mine d'informations pour vous. Et quant à moi, je vous retrouve sur cet espace conférence, bien sûr, pendant les 4 jours. Et tout à l'heure à 11h30 pour notre première conférence de contenu, une réflexion stratégique sur l'avenir du packaging basée sur les témoignages de 32 experts du packaging, donc une somme très intéressante à découvrir. Donc rendez-vous tout de suite. Et en attendant, nous vous souhaitons une excellente journée sur All for Pack Emballage Paris. Merci à tous.